Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier, au présent comme au futur. C'est ce que je défends en tant que trésorière, chose pas forcément aisée en pratique, mais en effet, idéalement, il faudrait que le trésorier s'inscrive dans les premières discussions de business, qu'il soit présent pour pouvoir amener ce sujet sur la table, qui peut, s'il n'est pas traité à temps, générer des résultats positifs ou négatifs, mais qui vont impacter la marge d'un projet ou impacter le résultat de change opérationnel d'une entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Desclos. Camille est manager de transition dans le domaine de la trésorerie. Avec elle, nous allons parler de la couverture du risque de change. Quand couvrir ? Comment couvrir ? Quelles sont les difficultés et les pièges à éviter ? Elle répondra à toutes ces questions et bien plus encore. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Bonjour Jean-François, très bien, merci. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet bien particulier qui touche bon nombre de trésoriers, le risque de change. Oui. On va commencer cette interview par une question simple et habituelle. Comment est-ce que tu es arrivé à la trésorerie ? Je suis arrivée à la trésorerie un petit peu par hasard, alors pas dans le monde de la finance, mais la trésorerie plus particulièrement. En fait, j'ai effectué un VIE, donc un volontariat international à l'étranger au sein d'une entreprise française, Valeo, qui proposait un VIE en trésorerie et en credit management à l'époque. Et j'avais obtenu de mon école de commerce un master en finance d'entreprise. Donc c'est un peu par hasard que je suis partie en trésorerie pour déjà me forger une première expérience au sein d'une direction financière. Et le métier m'a plu et j'ai poursuivi finalement dans ce domaine-là. Lors de mon retour de l'étranger, j'ai poursuivi sur un poste de trésorerie internationale, puis ensuite un poste de responsable trésorerie. Donc dans diverses entreprises. Donc assez rapidement en fait, même si à la base tu avais une formation en finance, la trésorerie a été quelque chose que tu as rencontré très rapidement dans ton expérience professionnelle. Tout à fait. Tout à fait. J'avais juste effectué un stage de fin d'études en communication financière, donc qui est pas la même chose bien sûr, et qui restait sur une direction financière. Mais j'aurais très bien pu m'orienter sur des postes de contrôle de gestion ou des postes de contrôle financier ou de consolidation. Et au final, c'est la trésorerie qui m'a appelé. D'accord, voilà. Très bien. Donc, avec toi aujourd'hui, on va voir un sujet que tu connais bien, le risque de change. Mais afin de pouvoir rentrer un peu plus en détail dans ces différents rouages, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que toi tu appelles le risque de change ? De quoi s'agit-il exactement ? Alors, si on prend une définition plutôt simple, c'est l'incertitude quant au taux de change d'une monnaie par rapport à une autre. D'accord ? Donc, en fait, ce sont les risques qu'une entreprise peut rencontrer lorsqu'elle ne traite pas dans sa devise fonctionnelle, dans sa devise de reporting. Et qu'elle est exposée à la fluctuation d'une monnaie qui n'est pas la sienne. Par exemple, tu peux nous donner un exemple peut-être ? Par exemple, vous avez des coûts fixes de vos filiales qui se trouvent, par exemple, en Angleterre, qui a des coûts en US dollars alors que sa devise fonctionnelle est la livre sterling. C'est également le cas pour toutes les entreprises qui sont sur la zone euro et qui ont du business en devise autre que leur devise fonctionnelle, qui font de l'import, de l'export partout dans le monde et qui sont donc exposés à la fluctuation d'une devise versus l'euro. Voilà. Alors, je me permets d'avancer un peu le sujet, mais il faut bien distinguer deux risques de change. Et il y a le risque de change dit transactionnel et il y a le risque de change dit de translation. Ce que je vais plutôt évoquer aujourd'hui, c'est le risque de change transactionnel. Je vais juste faire une petite définition des deux pour bien montrer la différence. Alors, le risque de change dit de translation, c'est véritablement la conversion des éléments du bilan et du compte du résultat
des filiales étrangères principalement, ou d'un groupe en général, en devise locale. C'est-à-dire que vous reportez, par exemple, à l'administration fiscale pour des problématiques comptables, une filiale qui, par exemple, peut se trouver en Suisse, qui va donc déclarer ses états en francs suisses, en CHF, et vous serez, lorsque vous allez effectuer la consolidation de toutes vos filiales, et bien lorsque vous allez devoir convertir les reports, que ça soit, comme je disais, le bilan, le compte de résultat, le TFT, etc., du franc suisse vers l'euro. Et là, vous avez un risque de change dit de translation, c'est-à-dire que vous convertissez vos éléments du franc suisse vers l'euro. Aujourd'hui, c'est pas sur ça que je vais m'attarder, puisque c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Là, c'est plus un impact dit comptable. Exactement, et fiscal également. Ça peut avoir un impact fiscal, tout à fait. Je vais plutôt m'attarder sur le deuxième risque de change, qui est déjà beaucoup plus commun, beaucoup plus souvent rencontré par les entreprises et sur lequel on peut beaucoup plus agir. C'est le risque de change dit transactionnel. Alors, le risque de change transactionnel, c'est un risque qui est lié c'est une perte qui est liée à des variations de cours de change, notamment pour les entreprises qui réalisent des opérations commerciales, des opérations financières en devises différentes de leur monnaie fonctionnelle. Et on verra un petit peu plus tard quelles sont les différentes opérations, quels sont les différents éléments à couvrir, ce qu'on appellera plus tard les sous-jacents, à couvrir pour justement se prémunir de ce risque de change, de cette volatilité des devises, pour en minimiser l'impact. Voilà. D'accord. Donc, en fait, on comprend donc quel est ce risque. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on le couvre en fait ? Pourquoi est-ce que on doit couvrir ce risque de change ? Alors, il y a déjà deux approches différentes qu'il faut bien noter en fonction des entreprises, en fonction de leur taille, de leur problématique. On peut couvrir et on peut ne pas couvrir. Pourquoi on couvrirait ? Déjà, la base, j'ai envie de dire, c'est de diminuer son risque et de protéger sa marge. Aujourd'hui, pour tout business qu'on peut avoir dans une devise autre que sa devise quotidienne, sa devise fonctionnelle, l'idée, c'est de sécuriser sa marge sur des projets, sur son business de manière générale, tout en faisant face à la fluctuation de ces devises. C'est d'autant plus important ces temps-ci, depuis quand même quelques années, où les éléments géopolitiques, notamment sanitaires, vont faire énormément bouger les devises, et où il y a véritablement une grosse variation sur le marché des changes. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est que tout ça permet, lorsqu'on se couvre, de garder une compétitivité. Il faut quand même prendre au sens économique et pas que technique la gestion du risque de change et la couverture. C'est qu'aujourd'hui, et ça depuis toujours, l'objectif d'une entreprise, c'est de réaliser de la marge et c'est de rester compétitive. Et l'impact qu'il peut y avoir sur un résultat de change, notamment négatif, peut énormément affaiblir une entreprise en termes de compétitivité et donc en termes de résultats. Voilà, ça c'est important aujourd'hui de le comprendre parce que ça devient un élément, ça peut être un élément très important dans le résultat d'une entreprise. Voilà. Là, je comprends que on peut couvrir ou ne pas couvrir, que couvrir, ça permet de s'assurer d'une certaine garantie sur les marges, comme tu viens de le dire. Tout à fait. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on couvre ? Le risque, il naît du moment où soit on a signé un contrat, j'ai envie de dire, et donc on s'engage dans un business avec une devise qui n'est pas sa devise fonctionnelle, soit lorsqu'on enregistre au bilan des éléments comptables. Que ce soit de la facturation client ou des factures fournisseurs. Donc, dès que ce qu'on appellera le sous-jacent est enregistré, on a un risque. D'accord ? Donc, c'est là où le métier du trésorier est assez important, c'est-à-dire qu'il doit être assez en amont dans l'information pour pouvoir
couvrir pour pouvoir anticiper au maximum les flux qui vont s'échanger en devises étrangères et donc pouvoir prendre les couvertures adéquates. Mais on couvre tout le temps ? On n'est pas obligé de couvrir tout le temps. En fait, il y a plusieurs cas où on n'est pas forcément obligé de couvrir. Et ça, c'est aussi selon les politiques des entreprises. Les revues avec les commissaires aux comptes, c'est tout aussi une discussion qu'il peut y avoir au sein d'une direction financière, que le trésorier doit d'ailleurs avoir avec son responsable financier. En général, il y a une politique qui est mise en place, c'est une discussion. Quand il y a couverture, il y a une politique qui est mise en place, il y a des échanges, et il doit y avoir une politique de couverture qui doit être écrite, revue et validée par les commissaires aux comptes pour être éligible à la comptabilité de couverture. On en parlera un petit peu plus tard, la comptabilité de couverture, mais aujourd'hui, c'est indispensable pour voir si les couvertures qu'on va mettre en place sont efficaces ou inefficaces. D'accord. Ça, c'est aussi un test qu'on fait après, mais il faut se positionner en fait sur la couverture. Et comment tu l'exprimes ? Si on couvre pas, comment tu l'exprimes cette couverture ? Cette stratégie de couverture, c'est-à-dire que tu mets en place des indicateurs, tu l'évalues à partir de certains seuils. C'est-à-dire que tu couvres au-delà d'un certain seuil. Comment, en général, quelles sont les différentes possibilités que tu vois là-dessus ? Bon, déjà, on vérifie en premier qu'il n'y ait pas de... Enfin, on vérifie qu'il n'y ait pas de couverture dite naturelle. C'est-à-dire, si on a des flux à l'achat, des flux à la vente pour un même montant à une même échéance, on va décider de ne pas couvrir ce qu'on appelle une couverture naturelle. D'accord ? Ça, c'est assez rare. En tout cas, peut-être dans certains business, ça arrive, mais il faut vraiment que tous les indicateurs soient au même moment, qu'il y ait une simultanéité des montants, du couple de devises et de l'échéance. Donc ça peut arriver. Ensuite, c'est vraiment une discussion qu'il doit y avoir entre, j'ai envie de dire, le core business, donc les achats, les ventes, les commerciaux, puisque c'est eux quand même qui amènent le business aujourd'hui, et la direction financière, le trésorier, pour voir à partir de quel seuil on décide de couvrir, quel type de devise on décide de couvrir, et en fait, quelle part de risque on accepte de prendre en entreprise. On peut tout à fait aussi définir quel est le risque qu'on souhaite quand même garder dans l'entreprise en disant, par exemple, je ne vais pas couvrir 100% de mes flux, mais je vais décider d'en couvrir uniquement 80% parce que j'ai toujours une probabilité de non-réalisation d'événements sur 20%. D'accord ? Ça veut dire que voilà, d'expérience sur ce projet, j'ai finalement vendu 80% alors que dans mon budget, j'en avais mis 90%. Voilà. Je donne des exemples un peu concrets, mais l'idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle pure et dure. Ce qu'il faut se rappeler quand on couvre, c'est qu'il faut, et ça c'est une base quand on couvre, il faut que ce qui est assez technique dans les termes, mais il faut que l'événement soit hautement probable. D'accord. Donc l'événement hautement probable, ça laisse matière à discussion. C'est une interprétation et ce n'est pas. Exactement. Et ce n'est pas le trésorier tout seul dans son coin en fait qui décide de la stratégie globale de couverture. Il y a ces discussions avec une pluralité d'acteurs. Et c'est ce que je défends en tout cas. C'est ce que je défends en tant que trésorière. Chose pas forcément aisée en pratique, mais en effet, idéalement, il faudrait que le trésorier s'inscrive dans les premières discussions de business, qu'il soit présent pour pouvoir amener ce sujet sur la table, qui peut, s'il n'est pas traité à temps, générer des résultats positifs ou négatifs, mais qui vont impacter la marge d'un projet ou impacter le résultat de change opérationnel d'une entreprise. Donc, oui, je milite pour que les trésoriers soient de plus en plus intégrés dans ces sujets-là, et aussi pour qu'ils puissent expliquer aux gens, parce que le risque de change est quand même quelque chose de technique, et en effet, quand c'est technique, ça peut faire peur, du fait de ne pas comprendre, ou voilà, même un directeur financier ou des financiers, c'est pas un sujet qu'on aborde tous les jours, donc c'est quand même quelque chose qu'on a besoin d'expliquer régulièrement. Et c'est pour ça que le rôle du trésorier, je pense, est important sur ce sujet-là. Parce que toi, dans tes différentes expériences, qu'est-ce que tu as vu justement comme point de friction à ce sujet-là ? Toi, tu as eu quelle expérience problématique ? La plus fréquente, la première vraiment, s'il fallait les classer, c'est l'intervention du trésorier trop tardive. D'accord.
C'est-à-dire qu'on est en train de coster un projet, un appel d'offres. Les contrôleurs de gestion, les directeurs financiers, les achats, les ventes, la fiscalité, le juridique, tout le monde est impliqué finalement sur le projet parce que chacun doit intervenir sur sa partie, a son mot à dire. Avant une présentation à un comité financier, parce que vous devez quand même proposer le projet à votre direction financière, à votre COMEX, pour voir si finalement on répond ou pas à l'appel d'offres, pour voir si c'est rentable pour l'entreprise ou pas. Et souvent, j'arrivais dans le second, troisième round en disant « Ah oui, mais au fait, on a oublié de voir quel était le coût du change. » Et sur des projets qui sont quand même souvent avec des montants conséquents et avec des échéances assez lointaines, il semblait que j'étais pas consultée sur le coût. Et ça remettait parfois en cause la marge du projet. D'accord. Ça pouvait. Donc ça, c'est un vrai point. Et c'est le premier où on est mis au courant un peu en retard. On peut être mis au courant une fois le projet lancé et on doit rattraper ce qui est rattrapable, c'est-à-dire qu'on couvre, mais en fait, le projet est déjà lancé avec un taux initial qui est déjà différent du taux de couverture auquel qu'on doit mettre en place. Donc déjà, on a perdu du temps et ce temps n'est pas rattrapable. Donc déjà, on prend un impact de change alors juste par retard. Oui. Et là où on se heurte, c'est aussi c'est lors de résultats. Quand on est sur une clôture, il faut expliquer ce résultat de change. Alors j'y reviendrai, mais il y a deux sortes de résultats de change. Il y a un résultat de change qui est réalisé dans le mois et il y a un résultat de change dit latent, qu'on est obligé. C'est une réévaluation des instruments de change. Alors là, c'est sont des normes comptables, bien sûr, mais il faut savoir expliquer ce résultat de change. C'est pas forcément évident. Il faut aller creuser et pouvoir l'expliquer tant à un service comptabilité qui lui va enregistrer les éléments au PNL, qu'à un responsable financier qui lui va avoir besoin d'expliquer à son management pourquoi on a un impact de change. Oui, et d'autant plus, comme tu viens de l'expliquer, que la stratégie de couverture, elle n'est pas forcément globale. Elle peut être à un niveau de granularité relativement fin, donc par projet, par contrat, voilà. Etc. Exactement. Et, donc, voilà. Et les impacts en comptabilité sont différents. Donc on peut choisir ce qu'on appelle soit une couverture dite sélective, soit une couverture dite systématique. Et ça, c'est à la discrétion de chaque direction financière. D'accord. Et donc, ça revient aussi aux notions de micro-couverture et macro-couverture. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu de ce dont il s'agit ? Alors, la macro-couverture, ça va principalement concerner des couvertures dites budget. C'est comme ça que souvent les entreprises les appellent. On décide de couvrir sur une période donnée. En général, on essaye ça dépend, mais sur les mises en place de couverture, ce sont souvent des contrats à terme. Je reviendrai sur les instruments de couverture aussi. On va pas plus loin que 2 ans, puisqu'après ça coûte extrêmement cher. Il y a énormément d'incertitudes sur le taux de change à terme. Notamment, on a des risques de crédit qui sont conséquents. Donc, on couvre pas souvent beaucoup plus loin, ou alors ce sont des couvertures qui coûtent assez cher. Donc, on décide de prendre des grosses masses de devises. Et en disant, voilà, moi je pense que cette année j'aurai 10 millions de GBP de coûts fixes et je vais les couvrir one shot et ça couvrira toute mon année en GBP. D'accord, ça c'est la macro couverture, c'est ça ? Ça c'est plutôt la macro couverture. Après on fait régulièrement. Ça, c'est toujours aussi en fonction des entreprises, mais des revues au moment des budgets, au moment des reforecasts. On se dit, voilà, par rapport à ce qu'on a consommé versus ce qu'on a en couverture, est-ce qu'on est aligné ou est-ce qu'il faut faire une revue ? Et après, il y a la micro-couverture. Alors, la micro-couverture, elle englobe beaucoup de choses. C'est aussi à la discrétion des directions financières. La micro-couverture, elle peut soit concerner des projets avec des impacts en bilan qui sont différents, puisque tout n'est pas encore enregistré au bilan. J'y reviendrai. Donc, on peut couvrir projet par projet. On peut couvrir un appel d'offres. Donc là, on va plutôt être sur une stratégie dite optionnelle, où on va plutôt choisir une option qu'un contrat à terme. On va couvrir des éléments de bilan pur, c'est-à-dire des
ce qu'on appelle accounts payable, accounts receivable, donc tout ce qui est fournisseur client, qui sont déjà enregistrés au bilan et on va décider de les suivre régulièrement jusqu'à l'encaissement ou le décaissement de la part de l'entreprise. Et puis il y a d'autres éléments qu'on peut décider de couvrir comme du management fees ou des dividendes. Voilà. D'accord. Ça, ce sont des différentes natures. Alors loin de moi l'idée d'être exhaustive, mais voilà un peu les natures de flux qu'on peut couvrir en micro-couverture. En tout cas de ce que j'ai rencontré dans mon expérience professionnelle. D'accord. Et donc, maintenant qu'on veut couvrir, concrètement, comment est-ce qu'on couvre ? Quels sont les outils qui sont à notre disposition ? Alors, on a le choix. On a le choix. Clairement, le plus rencontré dans mes différentes expériences, c'est le change à terme. Donc, tu peux nous expliquer rapidement comment ça marche, le change à terme ? Alors, le change à terme, en fait, c'est ce qu'on appelle un contrat à terme. Donc, on met en place une opération de couverture à un moment donné, à terme, donc dans le futur, et à un cours donné, pour un montant précis. D'accord ? C'est une sorte d'assurance, en fait. Ça nous permet de bloquer un taux aujourd'hui pour demain et de se dire on est capable de se prémunir si le taux est défavorable, éventuellement de prendre une opportunité si le taux est plus favorable lors du débouclage de la couverture à terme. Voilà. Donc, c'est généralement un des instruments de couverture les plus utilisés par les entreprises aujourd'hui, puisque il permet quand même de sécuriser un cours et de ne pas coûter trop cher en point de départ, point de report. C'est la différence entre le cours du jour et le cours à terme, décidé par les banques, fourni par les banques ou les prestataires. Maintenant, il y a un petit peu plus de monde sur le marché. Voilà, ça c'est un gros. Je pense que c'est une majorité. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, c'est ce que j'ai le plus rencontré. Le contrat à terme. Et le coût. On a aussi du spot. Le coût du contrat à terme, Pardon, juste pour terminer sur le contrat à terme, le coût du contrat à terme, il s'exprime comment ? Alors, le coût du contrat à terme, c'est quelque chose qui va passer en résultat financier, c'est-à-dire que c'est un différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises qu'on échange. D'accord ? Donc, ce sont les points de report déport ou dit points de swap. Donc, ça va être la différence entre le cours du jour que vous prenez quand tu prends ta couverture aujourd'hui, par exemple le cours spot, et le cours à terme dans 3 mois, dans 6 mois. Donc, c'est un différentiel de cours d'intérêt, par exemple, sur une opération en euro-dollar. Bien sûr, il est glissé dedans une marge bancaire. Oui, voilà. Mais qui est très difficile. Voilà, bien sûr qu'il y a une marge, mais qui est de plus en plus faible et qui est difficilement quantifiable aujourd'hui par les entreprises. Si on veut demander à une banque, même elle-même, de nous donner la part de sa marge, c'est une information difficile à obtenir. Mais ça, c'est de plus en plus réduit parce qu'aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent de comparer les cours. Alors, il y a Bloomberg Reuters, bien sûr, sans vouloir... Ça, c'est archi connu, mais il y a d'autres outils aujourd'hui qui nous permettent, nos trésoriers, de pouvoir... Oui, il y a FXOL, il y a 360T. Voilà, il y a des outils comme ça qui sont souvent plugués à des logiciels de trésorerie, d'ailleurs, et qui nous permettent, nous, d'avoir une comparaison entre les banques, entre les autres aussi... les autres intervenants sur le marché des changes. Qui permettent donc d'optimiser tes coûts in fine sur tes couvertures. En tout cas, de les rationaliser et de ne pas spéculer. D'accord. Parce que c'est aussi ça l'objectif de la couverture, c'est de se dire, même si j'y perds, je sais expliquer pourquoi. Et j'ai prouvé qu'à un moment M, je me suis couvert, donc j'ai voulu éviter ce risque. La spéculation est interdite, en fait, quand vous adhérez à une couverture de change, à une politique de couverture de change dans votre entreprise. D'accord. Et donc, donc je t'ai interrompu, mais donc en plus des contrats à terme, les principaux outils que toi tu as utilisés. Du spot. Le spot, ça peut très bien marcher. Si on a, par exemple, des paiements comptants ou des devises stables, voilà, ça peut très bien fonctionner plutôt que prendre des contrats à terme. Le spot, vraiment, sur un moment M ou si on est sûr de ne pas avoir besoin d'une note de la même devise par exemple, si on réceptionne, je dis n'importe quoi, mais si on réceptionne
de la couronne tchèque et qu'en fait derrière on va pas avoir besoin de repayer en couronne tchèque, on n'a aucun intérêt à en garder sur le compte, autant la revendre au spot pour récupérer des euros et prendre le parti de prendre le cours du marché actuel, tant pis, mais si on a besoin d'euros, il faut quand même rationaliser. On a besoin d'euros parce que notre devise c'est l'euro. Enfin, je parle pour une entreprise européenne. Donc rien ne sert de garder aussi des devises qui vont pas servir pour le business plus tard. Oui, si tu vas pas payer dans cette devise-là, que tu les as. Exactement, on se prend des réévaluations derrière sur des devises qui n'ont finalement pas de sens économique. Enfin, ça ne sert à rien de les garder au sens économique du terme. D'accord. Si on n'en a pas besoin. Voilà. Et après, il y a un autre instrument. Alors lui, il a plein de formes différentes, mais il a un nom, c'est l'option. Il y a plein d'options et il y a encore, je crois, régulièrement des chercheurs qui trouvent des nouvelles formes d'options à proposer. Donc il y a l'ingénierie financière. L'ingénierie financière, exactement. Donc l'option, ça peut être une stratégie de couverture aussi. L'option, moi, de ce que j'ai rencontré, mes DAF étaient tous assez frileux sur les options. L'option coûte assez cher, puisqu'on paye, quoi qu'il arrive, une prime à la banque, qu'on exerce ou pas l'option finalement. Donc l'option, il faut la défendre en tant que trésorier. Je pense que c'est un bon outil. C'est un avis très personnel, mais il peut être très utile, notamment en période d'appel d'offres, où ça nous permet vraiment de sécuriser aussi un cours. Et donc de pouvoir envisager une marge sur un projet. Mais il y a cependant de cette prime qui souvent peut bloquer un peu les directeurs financiers parce que l'outil coûte cher. Et derrière, en termes de comptabilité, c'est un outil qui est peu connu finalement des comptables et en termes d'enregistrement, de comptabilisation, il y a un petit peu de réticence, je pense aussi du fait de la méconnaissance. Ouais, c'est-à-dire que si tu mets en place dans une entreprise une politique de couverture, ça a des impacts au-delà simplement de la trésorerie et du fait de recourir à des produits. Exactement. Exactement. Donc. Oui, en fait, c'est vraiment le change reste reste une partie du métier du trésorier et finalement la plus technique, je trouve. Dans les différents domaines de la trésorerie, qui est assez compliqué et qu'il faut transmettre notamment à la comptabilité parce que le duo trésor-compta doit fonctionner dans une entreprise. Ça doit être un échange régulier à mon sens. Et donc sur ce domaine-là, le trésorier doit aider le comptable. Ouais, c'est-à-dire que moi, si je suis directeur financier et que je mets en place avec mon trésorier et ma compta, avec mon trésorier une couverture de change au sein de mon entreprise, je dois prendre en compte le fait que, en effet, il faut que ma compta il va y avoir des projets au niveau de ma compta pour mettre en place la comptabilité de ces opérations-là, que je vais avoir aussi des coûts complémentaires. Que la couverture n'a pas un coût neutre, en fait, parce qu'il y a des primes à payer, il y a des marges, etc. Tout à fait. Et qu'il ne s'agit pas juste d'opérations de trésorerie pures qui seront neutres à la fin. Il y a d'une part un coût et un coût direct, et ensuite il y a un coût indirect via les projets à mettre en place pour pouvoir gérer ces produits, donc mise en place d'outils spécifiques, plus évolution aussi de ma comptabilité. Et en plus, dans la spécificité de la comptabilité de couverture, lorsqu'on est éligible, les impacts en comptabilité vont à différents endroits, selon la nature du flux qu'on va couvrir. Et c'est là où nous, trésoriers, on doit être accompagnés, parce que c'est un sujet complexe, par nos commissaires aux comptes, pourquoi pas par des consultants qui sont spécialisés sur le métier. La norme comptable est assez technique. Ça se fait pour pouvoir transmettre le message derrière et pouvoir bien expliquer les impacts. Parce que l'erreur est facile sur la comptabilisation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un directeur financier, il a besoin de pouvoir expliquer les impacts. Et les impacts sont à différents endroits.
ils peuvent être sur un résultat opérationnel, mais ils peuvent être également sur un résultat financier. Donc, c'est pas exactement au même endroit sans PNL. Mais ça s'interprète pas de la même manière et en effet, exactement. En termes de communication financière, c'est très impactant. Exactement. D'accord. Donc voilà, l'importance du duo trésorerie compta. Bon, donc maintenant qu'on a vu à peu près quels sont les leviers qu'on peut actionner, d'un point de vue opérationnel, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des difficultés que toi tu as pu rencontrer lors de ces mises en place et des pièges à éviter pour les trésoriers qui évoluent dans ce domaine-là? Déjà, la première chose, c'est comprendre l'information qu'on nous envoie, c'est-à-dire et avoir le maximum d'informations. C'est-à-dire que si demain je dois couvrir, j'ai besoin de savoir le montant, le calendrier, et couvrir différents flux à différents moments, comprendre ce sous-jacent, donc à quoi ça correspond, et surtout... Le sous-jacent, donc c'est ce qui est à couvrir. Le sous-jacent, ça va être des futurs revenus, des futurs coûts, ou déjà des flux qui sont intégrés au bilan, donc déjà des factures clients, des factures fournisseurs reçues, ou alors un appel d'offres. J'ai besoin de savoir exactement de quoi ça retourne pour comprendre comment je vais pouvoir le couvrir. Quand même une notion de compréhension du business avant tout. Il y a également ce besoin de savoir qu'est-ce qu'on va... Enfin, est-ce que je dois tout couvrir? Est-ce que je vais en couvrir une partie? Il faut régulièrement faire une revue de mes flux couverts parce que le business peut évoluer. Clairement, aujourd'hui, on est dans une incertitude absolue avec la situation sanitaire. Donc, il y a plein de choses à revoir, des budgets. Et tout ça, il faut que le trésorier soit au courant. Donc, il faut quand même aller pas mal à la pêche aux informations ou ne pas hésiter à mettre en place des réunions et à sensibiliser le directeur financier sur le sujet. Donc, le trésorier doit vraiment être proactif sur ce sujet-là. Moi, je pense, vis-à-vis des autres acteurs de la DAF. Puisque c'est quand même quasiment le seul à connaître vraiment ce sujet. C'est un sujet tellement spécifique, sauf si un DAF est un ancien trésorier, et j'en connais pas mal, mais c'est une niche. Ça reste une niche dans le métier du trésorier. Donc, du fait de la méconnaissance par les autres, c'est au trésorier de vraiment prendre les devants, à mon sens. À mon sens, il y a aussi un gros sujet qui est la volatilité des devises et le coût de la couverture aujourd'hui. Et ça, comment ça s'aborde? C'est-à-dire que la volatilité, c'est une inconnue. Enfin, l'évolution du cours, c'est une inconnue. C'est une inconnue, oui. Donc, on essaye de temporiser en se disant on va pas couvrir à trop long terme, ou alors on décide de pas tout couvrir en prenant le moins de risques possible. Puisqu'aujourd'hui, la volatilité fait quand même que les couvertures vont coûter cher si on les positionne à long terme, notamment. D'accord. Et en termes de sources d'informations pour évaluer justement le court terme, plus ou moins long terme, toi, tu utilises certaines sources. Il y a certaines. Comment tu fais pour évaluer que sur tel couple de devises, par exemple, là, tu vas pouvoir être un peu plus long terme et sur d'autres, un peu plus court terme? Alors souvent, ce que je fais, c'est que je demande aux banques de m'envoyer leur forecast et de comparer. Voilà. J'ai demandé à mes banques avec lesquelles je travaille de m'envoyer leur forecast, leur révision de cours de change, d'évolution de cours de change. Parce que moi, je parle vraiment du risque de change, mais il y a aussi le taux d'intérêt, les matières premières, etc. C'est assez rigolo, puisque finalement les banques n'ont pas du tout la même approche. Toi, tu constates que en effet, ça peut être le futur n'est pas le même selon. Vraiment dans l'autre sens. Voilà, exactement. Les banques vont me mettre un euro-dollar pour certaines à 1 an à 1,50 et d'autres vont me mettre 0,90. Donc c'est assez. Ah oui, on est sûr. Rien à voir. C'est assez marrant de voir finalement mais ce sont après les algorithmes, les décisions des banques aussi de voir, d'expliquer comment elles voient l'évolution. Alors c'est vraiment à titre consultatif aujourd'hui, parce que
clairement, on ne peut pas prévoir. Ouais, même elles, leur vision du monde, comme tu viens de le dire, peut être très différente Tout à fait. d'un établissement à l'autre. Donc, Tout à fait. Oui, et typiquement, c'est le cas sur des banques qui sont toutes les deux des banques françaises ou des banques anglaises. Enfin, il n'y a pas de nationalité où on a des banques plus ou moins pessimistes parce qu'elles sont d'une certaine nationalité, j'ai envie de dire, ou d'autres. Non, là, ça n'a rien à voir. Elles ont toutes une approche différente, peu importe leur localisation. Ouais, donc toi, tu es obligé de te faire ta propre religion une fois que tu as ces informations-là. Oui. Malgré tout. Exactement. Après, il y a aussi des indicateurs dans l'entreprise qui nous permettent d'avoir une base. Un court budget, il est quand même revu 1 à 2 fois par an, qui permet d'être le cours référence finalement. Et là, c'est le contrôle de gestion en général qui produit la donnée. Contrôle de gestion ou consolidation, ça peut dépendre en fonction des organisations des entreprises. Il y a également, pour coster des projets, pour avoir une idée, on peut prendre un cours moyen annuel. Ouais. Voilà, un cours clôture. Ça, ce sont des décisions plutôt controlling de trésorerie. Et toi, si tu as un cours budget disponible, c'est ce cours qui te permet d'avoir une référence pour savoir le cours à atteindre. Pas le cours à atteindre, mais disons que si je compare, par exemple, le cours actuel versus le cours budget, ça peut tout à fait orienter ma décision de couverture. D'accord. En disant, bon, là, je suis pas trop loin de mon court budget, j'ai intérêt à couvrir finalement mes futurs flux ou mes coûts fixes ou mes revenus, parce que lors de la réévaluation de mes instruments de change et de mes flux, je vais avoir peu d'impact. D'accord. Ça peut être tout à fait une méthode pour expliquer derrière aussi au management le fait qu'il y ait eu peu d'impact en résultat de change. D'accord. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé des problématiques d'écart de change, sur lesquelles on réaliserait des pertes et qu'on couvrirait. Mais bien entendu, la volatilité, fait en sorte que parfois on perd, mais parfois on gagne. Tout à fait. Malgré tout, gagner, c'est pas forcément toujours quelque chose d'intéressant pour le trésorier. Alors, il faut savoir que c'est comme tout résultat en finance. Peu importe que ça soit positif, négatif, il faut savoir l'expliquer. En tout cas, c'est ma religion. Un directeur financier, un manager vous demandera toujours pourquoi c'est positif ou pourquoi c'est négatif. Et en effet, il y a des fois où on s'est bien couvert, on a eu un peu de chance, mais là, on a limité le risque en disant j'ai couvert et l'évolution du couple de devises fait qu'on est gagnant. Ouais. Et on peut l'être beaucoup sur des projets où il y a des montants conséquents. Alors, certains crieront à la victoire. Puisque le résultat opérationnel... Oui, tout à fait. Tant mieux. Mais c'est plus facile d'expliquer un résultat positif que négatif, en tout cas dans des slides de présentation lors d'une clôture. Simplement, lorsque le résultat est très conséquent, notamment lorsque le résultat financier est conséquent, c'est-à-dire que on a généré un gros résultat financier, ça génère aussi... ça peut générer des sujets assez importants comme un gros paiement d'impôt sur les sociétés. Oui. Voilà. Donc, ça peut aussi remettre en cause la stratégie. Et ça peut aussi, par exemple, générer de la participation pour les salariés. Oui, des choses des choses qui ne sont pas anticipées par les opérations parce que c'est un résultat qui n'a rien à voir directement avec l'activité. Tout à fait, et qui est une conséquence. Et qui peut ne pas être dans la politique de gestion de l'entreprise non plus. Alors, loin de moi l'idée de ne pas générer la participation, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque ce n'est pas prévu, c'est quand même des choses à évoquer avec la direction financière, puisque... Ça a des impacts au-delà de la trésorerie. Ça a des impacts au-delà de la finance pure, au-delà de la comptabilité. Ouais. Exactement. Tout à fait. Exactement. D'accord. Non, c'est intéressant parce qu'intuitivement... Oui, c'est assez marrant même. Parce on n'anticipe pas ce genre de choses. On se dit, le problème, c'est le problème à gérer, c'est l'impact négatif de change. Mais pas le positif, c'est du bonus, donc il n'y a pas d'effet de bord. Pas tant que ça des fois. La plupart du temps, oui, mais il faut comprendre que la couverture, elle est là pour limiter et se prémunir si le taux de change il est défavorable, et puis en profiter si le taux est favorable. Mais au moins, on a couvert
On a justifié le fait qu'à un moment, on a dit je prends un taux de change pour pouvoir limiter mon risque et prendre l'opportunité s'il y a opportunité à prendre. Mais ça, on ne le sait pas au moment M. D'accord. Donc, on a bien brossé là ce que couvre la gestion du risque de change par un trésorier. Maintenant, comment est-ce que toi tu vois évoluer le métier sous cet angle-là ou même éventuellement sous d'autres, le métier de trésorier à l'avenir? Le trésorier aussi, je le vois comme je pense qu'à terme, et c'est déjà en place aussi, ça se digitalise de plus en plus. Ouais. Donc la chance du métier de trésorier, c'est qu'il y a plein d'outils qui se développent en permanence, non pas que les logiciels de trésorerie, mais pur et dur sur du cash management, mais plein de choses sur la diversité du métier, que ce soit sur le change, que ce soit sur le taux d'intérêt, que ce soit sur les financements, placements. On a la chance d'avoir plein d'outils qui arrivent, et c'est sûr qu'à terme, le trésorier va devoir avoir cette patte un peu IT, si je peux dire, où il faut qu'il comprenne un peu les sujets informatiques. Voilà. Oui, pour le trésorier aujourd'hui, il y a un outil pour tout. Ouais. À peu de choses près. Oui, en fait, c'est ça. Et même si peut-être la trésorerie quotidienne, rapprochement des écritures, etc., va peut-être se faire en automatique aujourd'hui avec les systèmes de cash pool automatiques. Tout ça sera certainement automatisé à terme, mais il faut quand même comprendre ce qui se passe. Oui. Et donc la patte humaine reste essentielle. Ah oui, tout à fait. De toute manière, les outils aujourd'hui sont bien, comme leur nom indique, des outils, donc des choses qui permettent de leverager les capacités du trésorier, mais hormis sur ce genre de tâches qui sont assez logiques, purement logiques. En fait, le trésorier reste quand même nécessaire pour qu'on comprenne ce qui se passe. Après, bon, bien entendu, envoyer des paiements en banque pour consolider des positions de trésorerie, ce genre de choses, l'automatisme est très pratique. Mais à la fin, si on veut comprendre ce qui se passe concrètement, il faut un sachant, quoi. Exactement. En fait, c'est pas le problème, mais c'est toute la difficulté d'automatiser et de rendre cette partie de la trésorerie très automatisée. Oui. C'est bien de se faciliter la vie, mais il faut comprendre ce qui se passe. C'est là où il faut être vigilant, à mon avis. Oui, c'est là où... Ou en tout cas mettre en place des systèmes de vérification, de revue régulière, parce qu'un ordinateur fait plein de choses, mais une tête humaine en expliquera bien plus. Oui, pour moi, le trésorier, il doit comprendre, être capable d'analyser et comprendre les résultats donnés par les systèmes et l'output, mais aussi pour une question simplement de contrôle et de maîtrise au quotidien, aussi comprendre ce que font les machines. Parce que c'est bien de prendre les résultats, mais le problème c'est que malgré tout, même si les machines ne se trompent jamais, elles ne sont pas toujours, elles ne portent pas forcément toujours exactement ce que l'on pense. Parfois, il y a des choses qui sont non anticipées, et donc il faut que le trésorier soit capable de comprendre le processus de manière plus ou moins fine pour pouvoir faire ses analyses en toute sécurité. J'ai l'exact exemple d'un DAF avec qui je travaillais et dans une expérience passée qui m'expliquait que il était contre mon cash pooling automatique. Donc tous les jours ses comptes étaient remis à zéro, ses comptes bancaires. Et il me dit oui, c'est pratique, j'ai rien à faire, etc. Mais j'ai aucune idée de combien j'ai finalement sur mes comptes. Tout était remis à zéro régulièrement. Donc ils me disent la modernité, oui, mais pour la compréhension derrière, c'était compliqué pour lui. Et en effet, c'est une très bonne remarque. Donc c'était à moi de mettre en place derrière des outils pour l'informer, pour le tenir, pour qu'il puisse comprendre aussi ce qui se passe dans sa filiale à lui. Oui, parce qu'il y a la possibilité de mettre en place des suivis de comptes courants, par exemple. Tout à fait, mais c'est ce qu'on avait mis en place clairement. Ouais, voilà. Exactement. Très bien. Mais c'est vrai que pour que ça soit tangible, des fois, ça peut un peu perdre les interlocuteurs. D'accord, parfait. Merci beaucoup Camille.
Je suis certain que. Merci Jean-François. Je suis certain que toutes ces informations vont intéresser beaucoup de personnes dans la communauté des trésoriers et peut-être être très utiles à des gens qui abordent ces sujets à l'heure actuelle. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Écoute, je te dis à bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.